Salut! Je sais que pour ceux qui connaissent que dalle à l'informatique, il n'y a rien de pire que l'informatique. Utiliser leurs deux index pour écrire au clavier tout en ignorant l'étrange signification de la touche vermage semble leur suffire. Bon, dans ce mini-cours, tu ne saurais pas forcément mieux comment te servir de ton ordi. Par contre, tu vas apprendre plein de choses sur son histoire et sur ce qui se cache au plus profond de ses entrailles. L'ordinateur est une machine à calculer. Mais bien avant ça, bien avant, des millénaires avant Jésus-Christ, les hommes avaient déjà mis au point des machines à calculer. Car comme l'être humain étant un produit fini, comme peut l'être un poireau, ayant 10 doigts et pas un de plus, et surtout étant assez lamentable quand il s'agit de calcul mental, mais qu'il a conscience de ses faiblesses et qu'il est motivé pour essayer de les compenser, il a inventé de tout temps des machines pouvant l'aider à calculer. Et le boulier est sans doute l'une des plus vieilles machines à calcul de l'histoire de l'humanité. Au passage, calcul est un mot qui vient du latin calculus et qui veut dire caillou, qui certainement, à l'époque, servait à apprendre à compter, lorsque ce n'était pas juste pour lapider les mécréants. D'ailleurs, le boulier, bien que ce soit une machine tout droit sortie de l'âge de pierre, ça continue quand même d'être utilisé de nos jours, surtout dans les pays d'Asie. Le recensement de la population des États-Unis de 1880 prit 7 ans à analyser. Je veux dire par là que c'est pas le recensement en lui-même qui durera 7 ans, mais plutôt le dépouillement. Comme durant une élection présidentielle chez nous, pour savoir quel candidat sera notre nouveau valeureux président. Enfin bref, comme les États-Unis voulaient pas se retaper 7 années à analyser tous les bouseux dispatchés sur le pays, ils firent un grand concours pour trouver un meilleur système d'analyse. C'est un certain Hollerith qui gagna cet appel d'offres en inventant un système 2 fois plus rapide que l'ancien, et qui utilisait le principe des cartes perforées qu'il faisait passer dans de grosses machines. Une carte perforée, c'est tout con en fait, c'est un morceau de carton avec des trous. Il faut quand même se dire que c'est le tout premier support pour stocker des infos et pour les traiter de façon automatisée. C'est donc l'ancêtre de nos CD, DVD et clés USB. Le mot informatique en lui-même étant la fusion de information et automatique. Une information, ça peut être tout et rien. Par exemple, ton âge, ton sexe, à quelle fréquence tu regardes Secret Story, si tu es fan de Bob l'éponge, tout ça sont des infos. Maintenant, pour stocker toutes ces choses évidemment très intéressantes sur toi, comment faire? On ne peut pas bêtement écrire sur le carton avec un gros feutre dans notre propre langue à nous, parce que de toute façon à l'époque elles étaient incapables de lire ça, mais même maintenant elles restent très mauvaises dans le déchiffrage de lettres. Il suffit de voir ce que te demande de réécrire YouTube lorsque tu veux valider un commentaire pour être sûr que tu n'es pas une horrible machine déguisée. Enfin, l'écriture on ne s'en rend pas compte au premier abord, mais c'est une chose horriblement complexe. Pour une machine, il faut un truc simple. Et c'est alors que notre bonhomme de l'époque eut l'idée de faire des trous dans ses cartes. Et en y réfléchissant un peu, tu vas voir que les trous, c'est vachement bien. Prenons une carte vierge comme exemple. Cette carte doit contenir toutes les infos sur un individu dénommé Brenda. Tu piques, ma cochonne. Supposons que la première info qu'on note sur une personne soit son sexe. Et ce qu'il y a de bien avec le sexe d'une personne, c'est qu'il n'y a que 2 possibilités. Bon, bien qu'on ait parfois quelques petites difficultés à se prononcer chez certaines catégories d'individus. Mais c'est pas Brenda qui dira le contraire. Donc l'information sexe peut entrer dans une seule case. Si on a un trou, on considère que c'est une femme, sinon, par déduction, c'est un homme. Bon, le léger problème, c'est que les infos n'ont rarement que 2 possibilités. Eh bien, par exemple, pour une info à 4 possibilités, du style « Aimeriez-vous passer une soirée en tête-à-tête avec Brenda ?» 1. Oui, de tout mon cœur. 2. Oui, pourquoi pas. 3. Non, pas vraiment. 4. Non, plutôt crevé. À ton avis, combien nous faudrait-il de cases pour stocker les réponses? Sans réfléchir, on serait tenté de répondre... 4, une pour chaque. En fait, non, on n'a besoin que de 2 cases. Regarde. Et avec 3 cases réservées, on peut avoir en tout 8 possibilités de réponse. Avec 4 cases, on a 16 possibilités. Avec 5 cases, 32 possibilités. Avec 6 cases, 64 possibilités. Avec 7 cases, 128 possibilités. Et avec 8 cases, 256 possibilités. Et retiens bien ces 8 cases parce qu'on va les retrouver par la suite. Bon, après, je sais pas comment s'est démerdé le mec de l'époque, mais c'est pour te dire qu'on peut enregistrer des nombres simplement avec des trous. Il ne faut plus compter en base de 10 comme on le fait, mais en base de 2, c'est-à-dire en binaire. Et si Brenda a affirmé avec conviction avoir 25 ans, grosse menteuse, alors il faut marquer 25 ans en binaire sur sa petite carte. Compter en binaire, c'est pas un problème, les machines du monde entier savent le faire. À vrai dire, elles ne savent d'ailleurs faire que ça. C'est comme compter comme on le fait en base de 10, sauf que au lieu de t'arrêter à 9 pour repartir à 0, à chaque fois, là tu t'arrêtes à 1. Donc voilà, 25 ans en binaire, ça donne ça. Mais avant leur utilisation pour le recensement, les cartes perforées étaient déjà utilisées dans les boîtes à musique. Le principe était simple. On insérait un bandeau ou une carte perforée qui était lue par la machine et alors elle jouait les notes dictées sur le papier.
Pour en revenir à Ulrich, tout content de son succès avec sa machine à dépouillement, il créa quelques années plus tard une entreprise qu'il nomma The Tabulating Machine Company, et dont le job très passionnant se résumait à fabriquer des cartes perforées pour le monde entier. Ce qui nous intéresse, c'est que cette entreprise allait devenir plus tard l'International Business Machines, ou plus connue sous le nom de IBM. IBM, l'entreprise qui créa l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. IBM, l'entreprise qui aida Bill Gates à devenir l'homme le plus riche du monde. IBM, l'entreprise qui créa bien plus tard le superordinateur Big Blue, soit la première machine de l'histoire à écraser le champion du monde des échecs. Monster kill. À ses débuts, IBM vendait encore d'énormes ordinateurs mécaniques qui fonctionnaient avec des cartes perforées. Ils coûtaient extrêmement cher, tellement cher que seules les grosses boîtes et les gouvernements avaient les moyens de se les payer. À tout hasard, le Troisième Reich. Oui, en effet, l'une des filiales d'IBM avait comme gros client le régime nazi d'Hitler. Et on va pas se le cacher, les nazis étaient plutôt contents de leur gros joues, parce que c'est quand même en partie grâce à eux qu'ils recensèrent aussi rapidement les juifs. Eh oui, on a tous nos petits secrets. Mais le premier vrai ordinateur est sorti en 1947 et fut prénommé ENIAC. Physiquement parlant, c'était un gros bébé qui pesait près de 30 tonnes et qui s'étalait sur plusieurs étages. Mais c'était un mammouth avec une mémoire de hamster. Et surtout une véritable usine à problème, puisque malgré son prix exorbitant, il se payait le luxe de tomber en panne plusieurs fois par semaine. Le problème, c'était que c'était un vrai four à cause des lampes à vide qu'il utilisait, et qui avait le don d'attirer les insectes, et notamment les cafards qui développaient de véritables colonies. Attirés par la chaleur, les insectes venaient se frotter langoureusement aux lampes, ce qui les faisait griller et faisait planter tout le bordel. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression bug, qui veut dire insecte en anglais, pour désigner un problème informatique. Ce n'est que 30 ans plus tard après ENIAC que le tout premier ordinateur personnel voit le jour dans un garage poussiéreux d'une petite maison comme une autre de la Silicon Valley, en Californie, le Apple II. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la Silicon Valley, ça se traduit pas par la vallée du silicone, et par extension la vallée où on fabriquerait des gros seins, mais la vallée du silicium. Et le silicium, c'est ce dont est fait le sable des déserts, et c'est en partie grâce à lui qu'on fabrique les composants essentiels de l'informatique. Et puis un jour, alors que Apple vend ses Apple II par camion entier, un petit gars avec des lunettes de mouche et une tête de premier de la classe, du nom de Bill Gates, débarque dans leur garage. À cette époque, Microsoft, la boîte que Bill Gates a fondée, se charge de créer gentiment des programmes pour Apple, comme de nombreuses autres petites sociétés. Mais pendant l'absence du boss de Apple, Steve Jobs, ce fourbe de Bill Gates en profite pour mitrailler de questions l'un des ingénieurs travaillant sur une nouvelle génération d'ordinateurs. Puis soudain, le gardien des lieux, Steve Jobs, revint et surprit leur conversation interdite. Fou de rage, il hurla sur son ingénieur de la fermer. « Ferme-la !» Mais il était trop tard. Bill Gates savait déjà tout ce qu'il voulait. Il quitta d'un sourire diabolique ce lieu déserté par l'amour, et il revint dans sa propre entreprise, où il développa Windows, son propre système d'exploitation, c'est-à-dire le programme qui permet de faire marcher tout l'ordinateur, comme le chef d'orchestre qui dirige ses musiciens, si tu veux. Il alla ensuite chez IBM et conclut un pacte avec eux qui disait que toutes les machines IBM seraient équipées de Windows. En échange de quoi Bill Gates toucherait un pourcentage de vente sur chaque ordinateur vendu. Et c'est comme ça qu'en peu de temps, il devint l'homme le plus riche au monde. D'ailleurs, Steve Jobs, peu de temps avant sa mort, a dit à propos de Bill Gates, donc bien longtemps après ce fâcheux épisode, Bill est simplement sans imagination, il n'a jamais rien inventé. Et c'est pour ça que je pense qu'il est plus à l'aise aujourd'hui dans les œuvres de charité que dans la technologie. Il a juste volé les idées des autres sans aucune honte. Enfin, l'informatique d'aujourd'hui n'est pas si différente de celle d'avant. C'est sûr que maintenant, au lieu d'enfoncer un rouleau de PQ perforé dans ton lecteur, tu le mets avec délicatesse en DVD. Et au final, tu sais, c'est la même chose. Le DVD est lui aussi garni de trous. En fait, là, ce ne sont plus des trous, mais des creux à sa surface. Et si tu peux pas les sentir lorsque tu fais glisser tes doigts dessus, c'est que déjà de 1, le DVD est recouvert d'une couche transparente protectrice, puis de toute façon, ils sont trop petits, des milliers de fois plus fins qu'un poil de cul. Ensuite, quand ton DVD tourne dans ton lecteur, il est balayé par un faisceau laser qui passe au-dessus de chaque creux et de chaque bosse. Il va alors convertir ça en impulsions électriques qui seront transmises le long d'un câble jusqu'au cerveau de ton ordinateur. C'est comme imaginer un con dans la nuit sur le bord d'une autoroute qui s'amuserait à faire clignoter sa lampe torche pour communiquer avec son copain de l'autre côté. Si tu es sur un ordinateur fixe, pour voir ce mini-cours, c'est pareil. Et si ton ordinateur est un ordinateur portable qui fonctionne par le Wi-Fi, là ce ne sont plus des impulsions électriques, mais des impulsions électromagnétiques qui voyagent dans l'air et qui peuvent traverser la matière. Ouais, ça en jette, il y a un côté Superman là-dedans, mais c'est le même principe qu'avec un câble. Et ben tu vois, ce machin a deux possibilités qu'on voit depuis le début et que j'appelais cases avec les cartes perforées.
Eh bien en vrai ça s'appelle un bit. Un bit peut être un 0 ou un 1. On peut aussi dire allumé ou éteint, ouvert ou fermé, c'est la même chose. Qu'importe que tu regardes avec intérêt un film sur les singes bonobos ou que tu chiales sur une musique émouvante, pour ton ordinateur c'est la même merde. Je veux dire, tu trouveras jamais des notes de musique et de la guimauve en train de ramper dans tes câbles, ni même des images miniaturisées. Tout est binaire. Tout est qu'une interminable suite monotone de 0 et de 1. Mais enfin, on ne peut pas tout faire avec juste des 0 et des 1, c'est pas possible. Ça, c'est une fausse idée. Le binaire, c'est rien de plus qu'un langage, comme le français ou le chinois. C'est la langue des ordinateurs. Un bit, et non pas une bit, que tu prends tout seul, ça ne vaut rien. Mais c'est lorsqu'ils sont plusieurs millions de millions que des choses croustillantes peuvent émerger. Comme l'univers est fait d'atomes, l'informatique est fait de bits. On peut même recréer les lois de la physique. On peut recréer l'univers dans une certaine mesure dans un ordinateur. Une petite subtilité quand même. Ton système n'analyse pas un bit par un bit. Tu te souviens quand je t'ai dit de retenir les 8 cases sur une carte perforée? Eh bien c'est ça. Ton système analyse en fait les cases, les bits par paquet de 8. Et 8 bits, on appelle ça un octet. Par exemple, quand tu écris une lettre ou un chiffre, eh bien ça te prend un octet en mémoire. Quand tu écris un message poétique du style Trop dark. tu as 14 caractères en comptant les espaces, ce qui te fait donc 14 octets. Tu as déjà remarqué que quand tu navigues dans tes documents, à côté du nom du fichier, on t'indique sa taille. Là par exemple, c'est un fichier Word qui pèse 35 KO, qui veut dire kilo-octets. Et là, on a une valise qui pèse donc 35 kg. Soit le poids d'une fille qui aura décidé de livrer une guerre sans merci contre la nourriture. En 1990, lorsque les ordinateurs personnels munis du précieux système Windows commençaient à envahir les foyers et les bureaux, Bill Gates a dit que 640 kg de mémoire était suffisant pour tout le monde. Il faut croire qu'il a eu tort, puisque ne serait-ce qu'une musique pèse en moyenne 1 MO à la minute. Un MO, ou mégaoctet, c'est l'échelon au-dessus du kilooctet. Par exemple, cette petite musique très champêtre, très bucolique, dure 3 minutes. Au format MP3, elle pèserait quelque chose comme 3 MO, soit 3000 kg, soit encore 3 millions d'octets. Après, encore au-dessus du méga, tu as le giga. Si tu suis bien, 1000 mégas, ça fait donc 1 giga. Moi, personnellement, mon disque dur, là où je stocke toutes mes données et tous mes films légalement obtenus, il fait 600 gigas. Mais les mecs, ils arrivent désormais à faire des disques durs de 3 téraoctets, soit 3000 gigas. Sachant qu'un film HD pèse dans les 3-4 gigas, je te laisse imaginer la quantité de documentaires que tu vas pouvoir accumuler. J'espère que tu as aimé ce mini-cours. Et c'est une bonne journée et je te dis à bientôt pour un prochain mini-cours.